Salut les parents, vous faites peut-être partie de ces parents qui voient défiler sur les réseaux des enfants qui jouent seuls, qui sont tranquillement installés sur une chaise, concentrés dans leurs activités, et vous vous demandez si un jour votre enfant fera pareil. Si c'est votre cas, alors j'ai envie de vous partager deux choses. Tout d'abord, rappelons-nous que sur les réseaux, les gens ne montrent et ne parlent que d'une réalité et ne se concentrent que sur le positif. Vous pouvez être sûr que ces mêmes familles parfaites sur Instagram ont déjà vécu l'expérience de l'enfant qui s'accroche à la jambe du parent et ne veut plus les lâcher alors que le parent est en pleine vaisselle. Oui, ça arrive chez nous aussi. Et puis c'est clair que jouer en toute autonomie, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est ou on n'est pas. Ça va s'acquérir plutôt petit à petit en mettant un certain nombre de choses en place. Alors dans cette vidéo, je vous donne mes 4 stratégies pour permettre à votre enfant de s'amuser seul. Sur cette chaîne, je vous partage mes vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage des idées d'activités Montessori et vous offre plein d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. Alors je préfère déjà vous dire qu'il n'y a pas d'âge fixe où l'on peut s'attendre à ce que notre enfant peut être pris dans une activité sans devoir dépendre de nous du tout. Tous les enfants sont différents et ne vivent pas tous les mêmes expériences de la même façon. Alors certains pourront avoir besoin de beaucoup de sécurité et d'autres auront tendance à apprécier leur indépendance. Bien sûr, plus ils sont petits et plus ils sont dépendants. Pour un bébé, on ne peut rarement compter plus de quelques minutes. La marche va leur ouvrir un nouveau monde et leur concentration et leur curiosité vont leur faire oublier que nous existons pour une dizaine de minutes. Et dès qu'ils apprennent à jouer seuls, souvent en nous imitant, on va pouvoir compter 15-20 minutes. Et quand ils peuvent commencer l'école, ça peut même aller jusque 30 minutes, voire même 1 heure. C'est aussi la période durant laquelle leur imagination est en pleine effervescence. L'imagination chez l'enfant est super importante. Pour leur permettre cette autonomie, vous pouvez leur offrir ce que Maria Montessori va appeler des opportunités. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus jouer avec votre enfant. Jouer avec votre enfant, c'est essentiel. Essayez de vous immerger dans son monde, de comprendre ce qui l'intéresse, ce qui le fascine. Oubliez toutes les distractions de notre quotidien, au minimum 1 fois par jour. Au-delà de ça, je suis persuadée que votre enfant a besoin d'apprendre à jouer seul aussi. Notre enfant ne peut concrètement dépendre de nous pour chaque activité. Et pas seulement en pensant à nous et nos vies parfois bien chargées avec notre travail, avec nos vitres à laver, le repas à préparer, mais aussi pour lui. Il puisse se développer et développer ses intérêts sans toujours devoir se relier à quelqu'un. Mon tout premier conseil serait de faire un pas de côté. Observez. Quand je dis faire un pas de côté, c'est mentalement et physiquement aussi. Mettez-vous discrètement dans un coin de la pièce. Regardez votre enfant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il joue? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui le motive? Est-ce qu'il adore jeter les objets, sauter, grimper, ou plutôt assembler des petits objets avec précision, les agencer en rangée, ou passe-t-il son temps dans des livres? Ces informations sont super importantes et c'est au moment où c'est clair pour vous que vous pouvez modifier votre environnement pour lui permettre d'œuvrer dans ce qui l'intéresse le plus. Par exemple, quand j'ai réalisé que ma fille adorait lancer sa petite balle, c'était en plein hiver et aller jouer dehors n'était plus si simple. Je lui ai acheté une balle en mousse pour jouer à l'intérieur. Et avec du ruban adhésif, j'ai dessiné un cercle au sol et lui ai proposé de lancer la balle dans le cercle. Ça peut être un large panier aussi. Soyez un assistant et pas un leader. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en jouant avec notre enfant, on a souvent tendance à prendre le rôle de celui qui va diriger. Laissez votre enfant choisir l'activité. Laissez votre enfant choisir le chemin de la promenade que vous faites. Laissez-le décider du légume qu'il veut manger ce soir. Bien sûr, plus il est petit, plus le choix est limité. Tu préfères des carottes ou des petits pois? Laissez-le être l'initiateur de l'activité lorsque vous lui consacrez un moment juste pour lui. Un autre conseil serait de ne pas l'interrompre en plein milieu d'une activité. Je vous le répète souvent dans beaucoup de mes vidéos, Montessori met un point d'honneur sur la concentration de nos enfants. Laissez-lui apprivoiser le matériel, sauf quand c'est une activité séquentielle. On a tendance à l'oublier, mais notre enfant n'a pas besoin qu'on lui montre comment empiler des blocs. Si on donne un hochet à notre bébé, on n'a pas besoin de lui montrer que ça fait du bruit, il va vite le comprendre. Et si pas la première fois, ça ne tardera pas. Parfois on est tellement excité qu'on a envie de lui faire découvrir toutes les choses, mais très franchement, rien de tel pour eux que de découvrir le monde par leur propre expérience. La seule exception à ça, c'est quand on introduit une activité spécifique pour laquelle on va lui montrer le chemin, comme on dit. Comme c'est le cas pour des activités séquentielles. Comme par exemple pour des activités de match, donc quand une image doit aller avec une autre image. Quand notre enfant doit retrouver la paire entre la figurine animale et la carte de nomenclature, par exemple. Je me rappelle quand j'ai présenté à Victoria une petite maison en bois avec 4 portes que l'on pouvait ouvrir avec des clés. Elle n'a bien sûr pas fait le lien directement
avant car elle n'avait jamais l'occasion de voir des clés ni comment ça fonctionnait. Alors je lui ai montré comment reconnaître quelle clé allait avec quelle porte. Et maintenant, elle chipote et elle joue avec pendant de super longs moments. Rappelez-vous que nous ne sommes que les assistants de nos enfants. Ça me fait d'ailleurs faire le lien avec une de mes vidéos qui s'appelle « Le parent selon Montessori » qui explique les comportements que Maria Montessori suggérait aux adultes qui s'occupent des enfants. La concentration est sacrée. Encouragement, correction, poser des questions. Et dès ce moment-là, dès le moment où ils ont compris comment ça fonctionnait, ils n'ont plus besoin de votre intervention. Sauf s'ils la demandent spontanément, d'accord. Plus besoin d'intervenir en disant « Eh non, ça va là » ou bien « Ah, bravo, c'est ça ». On reste présent si on le souhaite, mais on reste en silence. Ils apprennent alors à se concentrer, à jouer en toute autonomie, sans avoir besoin de confirmation ou d'information de notre part, de ce qu'ils font. Ils gagnent en confiance et en assurance. C'est comme quand vous êtes dans votre bureau et vous avez en tête tout ce que vous comptez faire et d'un coup un collègue arrive et vient vous parler de son week-end. Vous perdez le fil de vos idées et vous ne savez plus où vous en êtes. Je sais que c'est super tentant d'encourager son enfant qui vient de réussir une activité pour la première fois. On a envie de lui dire « Mais génial, tu y es arrivé, c'est trop bien !» Et pourtant, un enfant n'a logiquement pas besoin d'encouragement pour apprendre, sauf distorsion due à son éducation. C'est sa curiosité naturelle qui va lui permettre de toujours vouloir en savoir plus. C'est pareil pour les corrections quand on les interrompt sans cesse pour les corriger. En plus de venir les interrompre dans leur concentration, à force de correction, l'enfant peut se dévaloriser et perdre confiance en lui. Il apprendra aussi beaucoup mieux et sur du plus long terme quand il va se rendre compte de l'erreur par lui-même. Et s'il vous pose la question de savoir si c'est correct ou non, n'hésitez pas à d'abord souligner ce qui a bien été fait avant de parler de ce qui peut être corrigé. Et gardez en tête que l'erreur est magnifique car elle va nous permettre d'apprendre à évoluer. Le fait de continuellement leur poser des questions quand ils jouent peut entraver leur concentration et les empêcher de gagner en assurance lorsqu'ils voudront jouer seuls la prochaine fois. Comme quand par exemple, votre enfant est en train d'insérer une forme dans son puzzle et alors que tout va bien et qu'il joue tranquillement, vous l'interrompez en lui disant « Tu as vu cette forme? Tu sais ce que c'est? C'est un triangle. Oui, c'est un triangle. » Et là, il vous regarde, lâche le triangle et oublie ce dans quoi il avait mis toute sa concentration. Alors soit il peut directement être intéressé par autre chose ou vous demander toute votre attention et au pire, ça peut se terminer en frustration totale. Ça arrive aussi parfois qu'on soit avec d'autres parents, avec leurs enfants et qu'ils aient hyper envie de montrer tout ce que leurs enfants savent faire et qu'ils les interrompent sans cesse pour leur poser des questions et leur demander de montrer ce qu'ils savent faire. Personnellement, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Et donc, j'essaye un maximum de ne pas interrompre mes enfants quand ils sont en plein dans une activité. Et en même temps, la vie fait que c'est parfois impossible de leur laisser terminer toutes leurs activités. Donc, admettons, si on doit partir ou que l'on passe à table bientôt, je vais plutôt tenter de prévenir. Dans 5 minutes, on passe à table. Ou bien, je leur pose le minuteur visuel dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Sinon, quand j'ai le temps, je préfère que l'interruption se produise de manière plus naturelle et spontanée avant de lui proposer autre chose ou une autre activité. Et donc, dès que je vois qu'elle a perdu son attention, qu'elle regarde autre part, sans objectif précis et qu'elle va passer à une autre activité, je lui propose de venir jouer avec moi. D'ailleurs, on lui propose toujours par un « Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» et non « Est-ce que tu veux que je vienne jouer avec toi ?» Ça lui permet de comprendre que j'ai vraiment cette envie, cet élan de passer du temps avec elle, si c'est le cas en tout cas, et que je ne considère pas ça comme une obligation ou quelque chose que je dois faire sur la journée. Si c'est le cas d'ailleurs, les jours où je n'ai pas envie de jouer, je lui dis simplement « Je fais partie de celles qui pensent que dans tous les cas, nos enfants comprennent ce qu'on peut ressentir, ce qu'on traverse, et que mettre des mots simples, sans culpabilité, peut leur permettre de comprendre qu'on n'est pas des super-héros non plus, et qu'on peut aussi avoir nos moments de down, comme j'appelle ça. » Tenter de limiter un maximum les temps d'écran. On sait que ce sujet est dans une zone grise quant à l'attitude à adopter si l'on souhaite mettre en place un environnement Montessori. Est-ce que l'on peut proposer la TV à notre enfant ou pas? La question n'a pas vraiment de réponse vu que Maria Montessori n'a pas connu la télévision. Alors si vous avez envie de suivre la pédagogie de manière stricte, il est préférable de ne pas mettre d'écran à disposition de notre enfant. Après, si vous souhaitez vivre avec votre temps, vous pouvez tenter de vous positionner ou d'offrir un contenu qualitatif en regardant la vidéo que j'ai faite aussi sur le sujet. Mais donc, globalement, c'est bien connu que les écrans ne sont pas conseillés pour les jeunes enfants, pour différentes raisons, comme le fait que votre enfant est passif, ni son imagination ni sa créativité ne sont en œuvre. Et c'est aussi tout son corps qui reste statique face à un écran. On sait que Maria Montessori considère que l'enfant se développe dans le mouvement, sans parler de l'obésité et autres problèmes liés à un manque d'activité. Pour ces raisons et bien d'autres, on comprend vite que proposer trop d'écran à notre enfant ne va pas lui offrir l'opportunité de pouvoir jouer seul en toute autonomie.
lui qui aura pris l'habitude d'être diverti, d'être passif. On pense parfois gagner quelques heures et c'est tout à fait ok, car on a aussi nos tâches du quotidien qui doivent être remplies. Il est juste bon de peser le pour et le contre. On a parfois envie de gagner un petit peu de temps et au final, sans s'en rendre compte, on finit plutôt par perdre sur le long terme. Mais tout n'est qu'une question de juste équilibre. Je pense malgré tout qu'au-delà d'un certain âge, il est peut-être préférable de leur permettre d'apprivoiser les écrans petit à petit plutôt que de leur interdire drastiquement. Notre enfant nous voit toute la journée avec notre portable ou devant notre ordinateur ou devant la télévision et on sait que tôt ou tard, il finira par y avoir accès lui aussi. Est-ce que ça ne serait pas un peu hypocrite de notre part de faire comme si ça ne les concerne pas et ne les concernera jamais? Après, si vous avez envie de limiter le temps d'écran de votre enfant, à qui vous avez toujours permis cette activité, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en discuter avec lui tranquillement afin de lui expliquer votre nouvelle position. On peut aussi proposer une transition en offrant un temps d'écran limité avec un time timer, un minuteur que l'on peut mettre à côté de l'épisode, qu'il puisse regarder et avoir un œil sur le temps qui passe. L'objectif est de le guider vers ce changement en douceur et qu'il puisse comprendre aussi. Les enfants ont souvent besoin de comprendre pour mieux saisir le monde, mieux nous comprendre, nos valeurs, nos convictions et surtout comprendre que l'on peut changer d'avis et que c'est tout à fait acceptable. C'est un super bel enseignement de vie. À la fin d'un temps d'écran, ils peuvent exprimer de la frustration ou de la résistance ou de l'incompréhension et même se rebeller. Et c'est normal aussi. Tentez de prévoir des moments pour accueillir leurs émotions et leur dire que c'est normal ce qu'ils ressentent et que vous êtes là pour les aider à traverser ce qu'ils traversent. Ça ne veut pas dire que je vous conseille de faire marche arrière. Vous maintenez la règle et vous utilisez une méthode d'éducation bienveillante, respectueuse. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces méthodes, je vous laisse une de mes vidéos sur le sujet ici en haut. Bref, sans écran, on offre à notre enfant le cadeau de l'ennui. Ça peut sembler bizarre à entendre, mais l'ennui, c'est un cadeau quand on sait que c'est dans ces moments d'ennui que l'on peut être le plus créatif, que notre cerveau se met en mode mémorisation de ce que l'on vient d'emmagasiner. Et puis, ils sont obligés de penser à ce qu'ils vont faire ensuite, à ce qui les intéresse, à ce qui est disponible. Et si vous avez envie de les aider dans ce processus, vous pouvez un jour prendre le temps de faire une activité que j'appelle le bol de l'ennui. C'est un simple bol dans lequel vous allez déposer des languettes de papier sur lesquelles vous allez écrire plein d'activités que votre enfant aura choisies en fonction de ce qu'il aime faire. Il peut même dessiner pour clairement participer à l'activité. C'est vraiment des suggestions faites par votre enfant. Comme d'habitude, on ne vient pas avec nos attentes, on ne met pas de pression. C'est lui qui choisit ce qu'il aime. Et donc la prochaine fois qu'il vous dit qu'il s'ennuie, vous pouvez le rediriger. De cette façon, il va vraiment gagner en autonomie. Et il y a de fortes chances pour que la prochaine fois, il y aille par lui-même sans rien vous demander. Et donc, quand vous avez implémenté ces 4 stratégies pour votre enfant, l'observer, être un assistant et le laisser être le leader, respecter sa concentration, moins ou pas d'écran, alors j'ai encore quelques conseils à vous donner pour mettre tout ça en pratique. Donc premièrement, je vous propose de vous retirer progressivement. Vous continuez à jouer comme d'habitude avec votre enfant et puis les jours suivants, vous pouvez commencer à vous retirer physiquement et mentalement un petit peu. C'est à ce moment-là que l'observation est hyper intéressante. Vous restez à proximité, mais vous le laissez être le leader. Et finalement, c'est le moment où vous allez vraiment vous rendre compte du progrès. Vous allez à nouveau un peu plus loin, peut-être sur un fauteuil, dans l'autre coin de la pièce, donc pas directement dans sa zone de jeu, plus dans son champ de vision direct, et il va probablement souvent vous regarder, et c'est normal, c'est très rassurant pour lui. Maintenant, c'est à vous de trouver une activité pour vous. Vous pouvez être en train de lire un livre, de faire une petite méditation en observant votre souffle, faire votre yoga ou du dessin si c'est ça qui vous fait du bien. Bref, une activité pour vous, qui vous fait du bien. Et pour votre enfant, ça sera certainement vu comme si vous étiez en train de jouer à quelque chose qui vous intéresse. J'ai déjà pu observer que le fait d'être sur son portable était beaucoup moins intéressant dans ce processus d'autonomisation de votre enfant. Parce que votre enfant sait que vous êtes complètement autre part et plus du tout présent avec lui. Et c'est là qu'il pourrait se sentir en insécurité et venir chercher votre attention. Donc tentez d'éviter d'utiliser votre portable dans ces temps-là, et particulièrement au début du process. Pour ne pas que vous soyez trop frustré au début, armez-vous de patience et tentez de trouver une activité que vous pourrez facilement reprendre si vous êtes dérangé et interrompu. Une toute dernière chose, si durant ces moments, vous devez rapidement partir, donc votre petit bébé vient de se réveiller, ou bien vous avez envie d'aller chercher une tasse de café, chercher votre livre qui est resté en haut, rappelez à votre enfant que vous allez revenir tout de suite. Vous ne partez pas pour trop longtemps, vous n'allez pas disparaître et il peut être en paix avec ça. Et ces petits moments d'absence peuvent, avec le temps, s'allonger. Bien sûr, ça prendra du temps, ça demandera des efforts et de la patience.
Si vous avez envie de partager vos expériences ou si vous avez d'autres conseils à partager avec les parents qui nous regardent ou même des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la liker. Si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos sur la pédagogie Montessori. Je vous retrouve bientôt sur Facebook ou Instagram et d'ici là, soyez heureux.